Bien, bonjour mes amis. À chaque fois que je raconte quelque chose que j'ai vécu, comme c'est assez extraordinaire, personne ne me croit et c'est dur de garder ça pour soi. Alors, rien ne vaut les images. En route. Accrochez-vous. Là, je me suis posé. C'est un petit montage parce que le reportage dure longtemps, donc je vais isoler les parties qui nous intéressent ici, en l'occurrence le témoignage de mon fils Robin qui avait 10 ans et à qui j'ai pratiquement sauvé la vie, et mon témoignage diffusé le 26 décembre 2014, 10 ans après les événements que vous allez vivre et que j'ai vécu ou auxquels j'ai survécu. Le 26 décembre 2004, à 7 h du matin, la terre tremble en Indonésie. La secousse en elle-même, elle était très forte et on n'a absolument pas compris ce qui se passait. Robin. Le séisme est si puissant que dans l'heure qui suit, il provoque un immense raz-de-marée en Asie du Sud-Est. On n'avait pas pensé à un tsunami, à quoi que ce soit. Personne, strictement personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Des vagues de 10 voire 15 mètres de haut frappent les côtes indonésiennes, le sud de la Thaïlande, le Sri Lanka, les Maldives, jusqu'aux côtes africaines. Moi j'étais... Un tsunami jamais vu auparavant. Elle arrive très vite. Là. Le type là-bas ne bouge pas. L'eau a tout envahi, tout envahi. 250 000 personnes vont mourir ce matin-là. Parmi elles, 95 Français. Ouais. Chance, hasard, instinct de survie, des milliers de personnes parviendront à échapper à cette catastrophe. Pendant le petit déjeuner, je vois ma fille arriver, blanche, il était là aussi, à pleurer. Et elle me regarde, elle me dit « Papa, la maison elle est... » Je passe un peu parce que c'est long, je vais isoler, puis sinon les gens ils décrochent. Il faut que je fasse mes vidéos au format, mais nous allons isoler le passage qui nous concerne et vous pouvez voir le document complet sur internet. C'est passé sur Zone Interdite, sur TMC, et dans ma tête ça passe en boucle. Et bon, depuis j'ai vécu autre chose qui passe en boucle aussi. On y arrive mes amis, on y arrive. Offrir un tourisme familial. Jean-Louis emmène sa femme et Robin, leur fils aîné de 10 ans. Le couple laisse les deux cadets, encore petits, chez leurs grands-parents, à Perpignan. C'était la première fois que je prenais l'avion et je me souviens que c'était très long parce qu'il y a eu presque 20 heures d'affilée entre le fait de partir à Paris, d'attendre l'avion là-bas, de prendre l'avion directement pour aller jusqu'à Bangkok, je crois. Et alors arrivé à Phuket, le premier soir, je l'ai assez mal vécu, j'étais tellement dépaysé, et puis quand on est tout jeune comme ça, c'est un choc assez brutal. Alors j'étais pas bien, j'ai beaucoup pleuré, et en fait pour moi le voyage a véritablement commencé à partir du lendemain. Là ça a été totalement l'inverse, j'étais tout à fait euphorique, tout excité, j'avais envie d'aller partout, de voir partout, de parler à tout le monde. Dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait se manger, j'avais envie d'y goûter, vraiment tout faire, vraiment m'imprégner du pays. Comme pour beaucoup de touristes, le soir de Noël, Jean-Louis et sa famille ont droit à un réveillon couleur locale. Il y a le 25 décembre, les Thaïlandais, bien qu'ils ne soient pas chrétiens, effectivement, ils se sont efforcés de nous faire un merveilleux Noël. On avait vu un grand spectacle, on était allé manger en ville. Il y avait eu plein de défilés, beaucoup de musique aussi, beaucoup de gens qui dansaient. La soirée est réussie. La magie de Noël opère sous les tropiques. Mais les milliers de touristes sont loin d'imaginer ce soir-là qu'une gigantesque catastrophe va les frapper de plein fouet le lendemain matin. 26 décembre 2004. Le 26 décembre 2004, la terre tremble en Indonésie. Le séisme d'une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter est d'une puissance inouïe. À 7 h du matin, à Banda Aceh,
on ne peut même pas tenir debout à cause de la puissance des secousses. En Thaïlande, sur l'île de Koh Phi Phi, les touristes se réveillent à peine. Il est 8 h du matin, le jour se lève, les pêcheurs sont déjà sur l'eau, quelques lève-tôt se baladent le long de la plage. Donc il y a eu des vibrations et comme on était sur pilotis, ça bougeait beaucoup. Attendez, hein, parce que c'est compliqué. Je ne veux pas vous imposer tout le reportage, mais vous pouvez le voir. Hein. Il faut que je fasse des montages tout seul. La belle-sœur de Catherine n'envisage pas non plus les terribles conséquences de cette secousse. C'est un peu paradoxal. De ce qu'on a vécu juste après Noël, on fait la fête, on fait de la musique, on fait de la plongée la veille. Mon fils fait un baptême de plongée. Et comme par miracle, on n'est pas allé plonger le lendemain, mais toute l'équipe d'Enzo est allée plonger. Maurizio, notre moniteur, et on ne les a jamais revus. Moi, pendant des années, j'ai fait des recherches pour Maurizio. Le raz de marée arrive bientôt sur les côtes sud de la Thaïlande. Le tsunami. 26 décembre, nous allons à la plage. Il y a le bébé qu'on a là. Comme le montrent ces images, filmées par une touriste française, la mer commence d'abord par se retirer. La mer s'est retirée. Et alors, l'espace de 5 minutes. Personne ne se doute de rien, si bien que les touristes restent sur le sable. Certains continuent même d'avancer vers la mer pour aller se baigner. En 5 minutes, 5 minutes. Il y a ok, la marée. C'est la marée. La marée, pour beaucoup de touristes, ce sera la seule explication. On connaissait des Thaïs qui pilotaient des bateaux, ces longs bateaux qui sont typiques de Thaïlande. Et on avait rendez-vous à 10 h sur la plage pour partir sur une autre île. On partait à 10 h de la plage. On va passer un petit peu. Jean-Louis Cacomo et son fils, Robin, s'apprêtent à rentrer à Perpignan. C'est déjà la fin des vacances et ils ont rendez-vous à l'aéroport 2 heures plus tard. Je me souviens aussi que j'avais une énorme envie d'aller me baigner. Mon fils, Robin. Parce que j'avais râlé sur tout le trajet en rentrant à l'hôtel parce que ma mère insistait, mes parents insistaient sur le fait d'aller faire nos bagages vu qu'on devait partir vers 13-14 heures l'après-midi. Et apparemment j'avais fait une scène, ils ont dû me tirer à deux, je refusais de bouger. Et c'est quand on est arrivé pas loin de l'hôtel qu'on a vu la plage et l'eau était tellement reculée que je crois que c'est ça qui leur a fait être sûr de ne pas laisser aller me baigner. Si vous voulez me faire découvrir une île, et l'île où il y avait le fameux film. Le DiCaprio, Beach. Ma vie est un film. À chaque fois que je vois un film, L'homme d'exception, Voyage au bout de l'enfer, Volontiers de coucou, ben ça se réalise. Au même moment, à 2 heures de bateau, sur la plage de Patong, à Phuket. J'ai souvenir que, en arrivant... Bon, il faut que je retrouve... Non, je faisais des cours à l'université de Phuket. Et Robin et sa mère m'ont rejoint pour Noël. Donc on est allé à Koh Phi Phi, mais notre hôtel à Phuket, il a disparu. Et mes parents croyaient que j'étais à l'hôtel de Phuket. Mais on était à Koh Phi Phi, là où il ne fallait pas être. Alors attendez un petit peu encore. Excusez-moi, hein. Après on fera des montages, je sais que Olivier il sait faire ça. On se trouve sur la plage à ce moment-là. C'était comme un rouleau qui arrivait, donc plus l'écume, plus le rouleau arrivait proche de l'île, plus le mur d'eau se formait et grandissait en fait. Et ça avançait vraiment avec une puissance incroyable parce que je me souviens très bien d'avoir vu un homme et une femme qui se donnaient la main, qui trottinaient comme des amoureux et qui, à peine lorsqu'ils ont été touchés par la vague, ont été, je dirais, pulvérisés en fait. Ils ont complètement disparu. Regardez ça. C'est 6 mètres d'eau, cette vague, facile. En Thaïlande, les touristes assistent les uns après les autres à l'arrivée de cette vague monstrueuse. De Khao Lak,
en passant par Koh Phi Phi jusqu'à Phuket. Elle arrive très vite. Le type là-bas ne bouge pas. Le raz-de-marée emporte tout sur son passage. L'eau a tout envahi, tout envahi. La vague s'abat à près de 100 km/h sur la côte. J'ai jamais vu ça. Une vague de 100 L'eau km. rentre dans les terres. On était là. En quelques secondes, elle envahit les plages, les rues, les maisons. On a déjeuné là. Le touriste qui filme ces images a eu le temps de se réfugier au dernier étage de son hôtel. Une vague arrive et au moment où elle se brise, je ne sais pas pourquoi, on comprend qu'elle ne s'arrêtera pas. Elle n'est pas haute, hein, j'ai pas vu de vague de 12 mètres, ni même de 2 mètres. On voit simplement une vague. Bon, ça arrive. Excusez-moi, mais ça me fait drôle de revoir ça. Je l'avais pas revu depuis 10 ans. Je pensais à autre chose. J'avais d'autres problèmes à régler. Robin Kakomo et ses parents se réfugient dans leur chambre d'hôtel, au premier étage. Avant que l'eau arrive et que touche notre hôtel, en fait, il y avait un grand mur de pierre qui s'est effondré, comme si c'était du sable d'un coup. Ça n'a rien tenu. Et là, l'eau, elle a commencé à monter, ça a immergé tout le rez-de-chaussée. Et je me souviens d'une scène frappante, c'était, je sais plus si c'était un homme ou une femme, mais c'était quelqu'un qui était accroché à un poteau électrique et qui hurlait à tue-tête. De la Thaïlande au Sri Lanka en passant par l'Indonésie, les palmiers qui ne plient pas sous la force de l'eau sauveront la vie de milliers de personnes. Ma fille, on en a parlé, elle a le souvenir d'un petit hangar qui est sur le haut de la vague. Et puis après, on est rattrapé par l'eau. Et son fils. Et avec ma fille la plus jeune, on avait nos chaussures à la main, on lâche nos chaussures et on s'accroche à un palmier en fait. Enfin, je l'accroche, elle s'accroche à la palmier. Moi, j'ai fait une erreur, je me suis retourné. Et en levant la tête, et là, du coup... On va continuer. Il y avait, voilà, ils ont recueilli le témoignage de 4 familles, dont nous. Donc certains avaient des victimes. Non. C'était pas mon heure. Il y avait autre chose à faire encore qui m'attendait. Heureusement qu'on ne connaît pas le futur, hein, mes amis. Mais ils ont perdu leur guide. Ils ont sauvé leur fils aussi. Et Ginola, il a sauvé sa famille. N'en sortiront pas indemnes. Quand je suis ressortie de l'eau, dans une mer de... Voilà, là c'est après la vague. Parce qu'après on a été isolés du monde, vous imaginez. On a passé une nuit d'enfer avec les survivants. Lui, il a perdu sa femme. Lui, il a perdu sa femme aussi. Il s'est remarié avec une Thaïlandaise. Ouais, le destin a basculé pour beaucoup de monde. Mon destin a basculé aussi. J'ai perdu mon père, divorce et... Hurler tout d'un coup sur le chemin, il y en a qui criaient wave, wave en boucle. Ça hurlait, ça s'est mis à courir de partout. Et apparemment, j'aurais perdu mes parents l'espace d'une minute dans cette foule qui courait de partout, qui était apeurée. Et mon père m'a pris du bras en fait, il m'a retrouvé et on est parti en courant sans réfléchir face à cette montagne. Il courait, il a dit papa je veux pas mourir, et je lui ai dit tu vas pas mourir, tu vas courir. Et il a couru encore plus vite. Il y avait un long dénivelé à monter, une grande pente on va dire, qui était bourrée de racines, de plantes urticantes, de ronces. Vraiment c'était la jungle, c'était pas aménagé pour accueillir des gens. Et en arrivant en haut, j'avais les genoux et les pieds totalement en sang. J'étais en maillot en tongs en plus, alors, et la douleur est venue après. Malgré mon côté rationnel, dans ces moments-là, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Donc je me suis dit peut-être que ça va arriver tout en haut, donc on est même monté sur les arbres. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est un volcan est-ce que c'est l'île qui s'enfonce? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je connaissais un peu la géographie, donc je les ai fait aller un peu dans l'arrière-pays, à un endroit. On va continuer. Ça fait drôle, hein? J'avoue que
C'est une chose de le vivre, et c'est une chose comme acteur, et puis c'est une autre chose de le voir comme spectateur, c'est pire même, finalement. C'était pire pour ma mère et pour mon père, qui, impuissants, regardaient la télé et n'avaient pas de nouvelles de nous. Ouais, là c'est la nature. On ne peut pas faire un procès à la nature, hein. Mais isolé, déjà. De Bandacce, de... Voilà, eux, c'est la famille. Ils essayent de France d'avoir des nouvelles. Kunuara, l'eau s'est retirée, mais on attend une seconde vague. Ouais, ça avait 3 vagues. Ginola, il s'en souviendra de ces vacances. Hein. Monte encore. En Thaïlande, alors que les secours commencent à arriver, des milliers de personnes descendent en file indienne des collines voilà, sur on a lesquelles passé ils la se sont nuit réfugiés dans la toute la montagne. nuit. L'évacuation de l'île s'organise. Et ensuite, on redescend. On surveillait, on scrutait l'horizon, mais les bateaux restaient au large. Ils ne venaient pas. Et puis là, petit à petit, il y a eu des hélicoptères de l'armée qui survolaient la montagne. Donc, et puis, il y a eu les bateaux qui étaient au large qui sont venus, en fait. Donc là, on s'est dit, bah, si les bateaux viennent, c'est que le danger est écarté, donc tout le monde est redescendu. Là, ça nous a fait drôle parce que bon, moi, je mettais la main sur les vieux de Robin. Des gens posaient des couvertures sur les cadavres. Et il y avait... les boutiques étaient écrasées. Enfin, c'était comme si une bombe avait explosé. Et quand on est passé au milieu de tout ça, là, on passait... on ne regardait pas, quoi. J'avais jamais vu autant de cadavres dans ma vie. Quand on est descendu, c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir. Moi, je me souviens du sang. Là, c'est l'évacuation. Mais c'est pas fini, mes amis. C'est pas fini. C'est le contre-coup après. Quand on n'est plus dans l'action, c'est dans la tête que ça tourne en boucle. Et quand j'ai raconté ça au psy... Et je voulais lui dire quelque chose, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, j'étais avec Robin, il regardait mon fils. Alors j'ai dit, bah, ils sont peut-être sur un autre bateau. J'ai menti. Je m'étais montré 3 jours solides, mais dans le fond, je ne pouvais plus. Donc je voulais pas qu'il me voie m'effondrer. Et il y avait un pareil, il y avait un Suédois qui est venu me voir. Il a pleuré dans mes bras, et puis on est là. On s'en est sorti. J'ai dit oui. On est arrivé à Krabi et c'était assez horrible parce que comme on était le dernier bateau en provenance de Pipi, bien sûr à Krabi il y avait des familles de... Ouais. Ça me fait drôle, hein. Je suis sans voix moi non plus encore. J'ai l'impression que c'est hier. Le temps n'existe pas. Là c'était ensuite à Phuket, il y avait les photos pour essayer de retrouver des rescapés. Puis moi mon collègue de Thaïlande, mon thésard, il faisait les morgues, il regardait les photos pour voir s'il ne trouvait pas moi, la mère de mon fils ou Robin. Et puis il nous a retrouvés tous les 3. C'était le miracle et on est allé mettre de l'encens dans le temple de Bouddha à Phuket. Ils m'ont dit que j'étais miraculé, que j'avais la main de Dieu. Du diable, ça dépend des moments de ma vie. Et effectivement, la probabilité qu'ils nous retrouvent tous les 3 était quasiment nulle. Alors il a joué au loto, du coup, ils sont très superstitieux les Thaïs. À Koh Phi Phi, les stèles en hommage aux victimes ont disparu. Voilà. Les traces du... C'est bientôt fini. Donc là, c'est 10 ans plus tard. N'importe où je peux être, je regarde où je peux me sauver s'il y a une catastrophe. Ah, c'est un truc, je peux y penser 10 fois, 100 fois. Je regarde toujours où il y a des points de hauteur pour pouvoir s'échapper. Ça me suit à vie. Dès qu'il y a un danger potentiel, on essaye de le prévoir et de prévoir nos survies. On ne peut pas prévoir quelque chose qui arrive une fois par siècle. Pendant quelques années, à chaque fois que Noël approchait, là pour nous, c'était pas une belle date. On n'était pas de bonne compagnie.
Puis un jour, c'était le 26 décembre, un ami m'appelle et « Jean-Louis, il y a un reportage sur le tsunami. » Et j'avais oublié que c'était le 26 décembre. Je dis « Ça y est, j'en suis sorti. » 10 ans après, Pierre-André Boutry a refait sa vie. Il est papa d'une petite fille de 5 ans. Jean-Pierre et Nelly Gutin vivent toujours à Nice et continuent leur voyage autour du monde. Leur fils a aujourd'hui 19 ans. Éric Bella s'est remarié avec une femme qu'il a rencontrée en Thaïlande et a adopté ses enfants. Il partage sa vie entre Fos-sur-Mer et la Thaïlande. Frédéric et Rodolphe Duong Garcia ont adopté des jumeaux il y a 6 ans. Ils se sont mariés l'an passé et comptent agrandir encore la famille. Jean-Louis Cacomo est aujourd'hui divorcé. Il se consacre à ses passions, la musique et l'économie. Robin Cacomo poursuit ses études et se verrait bien vivre en Thaïlande. La famille Toubel vit toujours à Rennes. Elle retourne régulièrement en Thaïlande, en hommage à Philippe. Pascal Marchal-Griveaux vit désormais au Luxembourg et s'occupe de la communication d'entreprises privées. Elle n'a pas refait sa vie. David Ginola est retourné aux Maldives depuis. Il n'oublie pas ce 26 décembre 2004 et la chance qu'il a eue de pouvoir sauver sa famille. Quant à Yannick Poirier, il vit toujours au Sri Lanka. Chaque matin, il continue de surfer sur la même plage à Weligama.